Vous regardez, tout le monde veut savoir et tout de suite, l'info du jour. Alors qu'au lendemain du coup de téléphone entre Donald Trump et Vladimir Poutine, c'est au tour du président Zelensky d'échanger avec l'hôte de la Maison-Blanche. Un très bon appel, a dit le président américain, alors même que les critiques pleuvent sur le refus d'un cessez-le-feu complet de Vladimir Poutine, sur des concessions maigres, voire absentes, concédées par le pouvoir russe. L'Ukraine est-elle forcée de faire bonne figure au téléphone avec Donald Trump? Que se sont dit les deux hommes? On en parle avec nos invités. Philippe Etienne, bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Vous parlez le Trump couramment, si j'ose dire, et vous nous direz dans un instant ce que signifient les éléments qui nous parviennent de la Maison-Blanche. Thierry Arnaud est avec nous. Merci beaucoup, éditorialiste politique international BFM TV. Dans un instant, Mélissa Bell, correspondante de CNN, et le général Vincent Desportes seront sur ce plateau. Juste avant de décrypter notamment la réaction du président ukrainien qui vient de nous parvenir, je voudrais qu'on aille faire un détour par Washington, retrouver Antoine Hollard. Antoine, vous nous racontiez hier ce qui s'était dit entre le président américain et Vladimir Poutine. Là, cette fois, c'était un coup de fil entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. L'appel a duré quoi? Moitié moins longtemps? Faut-il y voir un signe? Alors, ça a duré effectivement 1 heure et Donald Trump dit que l'appel a été très bon. C'est déjà en soi une information très importante parce que souvenez-vous, la dernière fois que Trump et Zelensky se sont parlé directement, c'était il y a 19 jours dans le bureau ovale et ça s'était terminé avec ce clash incroyable en direct sur toutes les télévisions du monde. La Maison-Blanche, à l'instant par la voix de sa porte-parole Caroline Leavitt, indique que Zelensky a remercié à plusieurs reprises Donald Trump pour son soutien et son engagement. Ça, on sait que Trump est très sensible à ce genre de flatterie. Alors, il y avait un point, l'objet de cet appel aujourd'hui, c'était de faire le point après la conversation de hier entre Poutine et Trump. Il y avait un point notamment très important, ce sont les conditions que Poutine a fixées pour un cessez-le-feu complet. Poutine qui, vous le savez, exige l'arrêt de l'aide occidentale à Kiev. Trump, hier soir sur Fox News, a été interrogé à ce sujet. Il a botté en touche en disant que Poutine n'avait pas du tout abordé cette question avec lui. Mais tout à l'heure, la porte-parole de la Maison-Blanche a donné quelques indications. D'abord, elle dit que les États-Unis continueront de fournir du renseignement à l'Ukraine. Elle ne répond pas directement aux exigences de Poutine, mais c'est une forme de réponse. Et elle indique aussi que pendant cet échange aujourd'hui, Zelensky a demandé à Trump des moyens de défense antiaérienne supplémentaires et que Trump lui a répondu par la positive. En tout cas, il lui a dit qu'il allait l'aider à trouver des solutions, notamment auprès des Européens. Donc, la réponse de la Maison-Blanche, c'est que Donald Trump, manifestement, n'est pas prêt à tout céder face à Vladimir Poutine. Un dernier mot pour vous dire que du côté américain aujourd'hui, on a senti une forme d'optimisme. Trump d'abord dit nous sommes sur la bonne voie et Steve Witkoff, son négociateur en chef quelque part, a expliqué qu'un cessez-le-feu total était possible d'ici 2 semaines. Les précisions d'Antoine Hollard, notre correspondant à Washington. Voilà pour le côté américain. On va bien sûr, Philippe Etienne, notamment avec vous, décrypter tout ce que vient de dire Antoine Hollard. C'est important, puisque la Maison-Blanche nous dit notamment à l'instant que Donald Trump va travailler pour rapatrier les enfants ukrainiens enlevés, ce qui est une forme de réponse aussi à ceux qui craignaient que Donald Trump ait tout lâché à Vladimir Poutine. Mais juste avant, Thierry Arnaud, pour que nous ayons les deux côtés des participants à ce coup de téléphone, il y a tout juste quelques minutes la réaction du président ukrainien. Que dit-il sur ce coup de téléphone? Était-il aussi positif et franc, comme le dit le président américain? Il reprend exactement les mêmes mots, un long communiqué, Benjamin, de 5 paragraphes, dont il faut noter d'abord qu'il commence par remercier chaleureusement le président Trump et il termine également par l'expression de cette gratitude. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça nous dit et ça nous montre qu'il a tiré les leçons du fiasco du 28 février, bien sûr, dans le bureau ovale. Il sait que lorsque l'on s'adresse au président américain, il faut il faut mettre les formes, il faut souligner le positif. Vous vous souvenez comment démarre cet échange catastrophique? C'est lorsque le vice-président J.D. Vance lui reproche de ne pas avoir suffisamment remercié les États-Unis. Là, il le fait de long en large dans ce communiqué. Et il reste dans la même teneur, c'est-à-dire qu'il décrit tout ce qui rapproche les positions américaines et ukrainiennes dans l'organisation du cessez-le-feu, dans les prochaines étapes et notamment cette réunion à Jeddah. Il ajoute qu'il a expliqué, qu'il a donné à Donald Trump des informations sur la situation sur le champ de bataille et la position des Ukrainiens et il explique qu'il a donné instruction aux équipes qui vont se rendre donc en Arabie Saoudite de travailler sur tous les points techniques pour aboutir à cet accord avec les Américains. Donc, une tonalité très positive, la volonté dans ce communiqué de ne mettre sur la table aucun des sujets qui fâchent, mais d'insister au contraire sur
la nature positive de l'évolution. Il laisse de côté tout ce qui était flou, incertain, l'absence de concession de Vladimir Poutine. Aucune critique dans ce communiqué, mais la volonté affirmée de manière très claire et très forte d'avancer sur la base des propositions américaines. Alors que des éléments de la Maison-Blanche continuent de nous parvenir, qu'il va falloir décrypter, à l'instant, la Maison-Blanche qui explique que Donald Trump suggère que les États-Unis deviennent propriétaires des centrales électriques ukrainiennes. Voilà, ça c'est effectivement... Alors, oui, un mot là-dessus. Non, simplement, Arnaud. pour la forme expliquée, c'est que comme chaque jour ou presque, c'est la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, qui est en train de rendre compte de cette conversation de Donald Trump avec Volodymyr Zelensky et qui livre ces éléments au fur et à mesure. Mais peut-être le plus important, c'est le premier que vous énonciez tout à l'heure, c'est-à-dire que la volonté américaine d'apporter des défenses antiaériennes supplémentaires à l'Ukraine, si c'est ça, c'est vraiment une annonce fondamentale. On va attendre d'en avoir la formulation et l'intitulé très précis parce que c'est très important. Vous savez que dans son communiqué hier, Vladimir Poutine insiste sur le fait que pour avoir une paix durable, il ne faut pas livrer d'armes à l'Ukraine. Une livrer d'armes à l'Ukraine et aucune défense qui impliquerait des pays étrangers. Donc ça serait vraiment la première démonstration, illustration concrète que Donald Trump ne va pas tout lâcher à Vladimir Poutine. Philippe Etienne, là encore, il nous faut le regard du diplomate, puisqu'on a hier un coup de téléphone entre Vladimir Poutine et Donald Trump, où les deux hommes nous disent que ça s'est bien passé, bon, semble-t-il, un certain nombre d'éléments de convergence sont mis en avant, et aujourd'hui c'est la même chose. Quelqu'un ne dit pas la vérité dans le lot. Je crois qu'on peut parler de bon sens aussi, autant que de diplomatie. On est dans un peu un jeu de théâtre. Pour Trump, les choses doivent bien se passer parce qu'il a deux objectifs et il faut les réconcilier. Un objectif, c'est de faire la paix rapidement, et l'autre objectif, c'est d'engager une nouvelle relation avec la Russie, où il estime qu'il y a beaucoup à faire. Pourquoi est-ce que ça a duré 2 fois plus avec Poutine qu'avec Zelensky ? Sans doute parce qu'ils ont parlé d'autres choses, et notamment de l'avenir des relations entre les États-Unis et la Russie. Et c'est le jeu de Poutine aussi de faire miroiter des choses importantes. Donc finalement, la résultante de tout ça, c'est ce que vous dites. C'est est-ce que, pour autant, Trump va tenir bon sur un minimum de garanties pour l'Ukraine ? Et on est dans cette situation où aussi bien Poutine que Zelensky ayant appris la leçon du bureau aval, veulent être les gentils. Simplement, Poutine, lui, il met ses conditions et il considère aussi qu'on n'est pas si pressé que ça d'aller vers le cessez-le-feu. Alors le cessez-le-feu, ce sera une discussion en plusieurs étapes. On a d'abord cette question d'infrastructure énergétique, et c'est pas étonnant que Trump, qu'il avait d'ailleurs dit il y a quelques jours, il avait parlé de partager la propriété d'infrastructures, parle de ça. On sait que ça l'intéresse. Puis il y a aussi quand même cette centrale nucléaire de Zaporijia qui est sur le front, qui est quand même qui est revendiquée, dont la propriété est revendiquée par les Russes et qui est occupée par les Russes, occupée par les Russes, alors que les Ukrainiens sont juste à côté. Donc là, c'est un dossier. D'ailleurs, notre président de la République, vous vous souvenez, c'était l'un des derniers sujets dont il avait parlé dans cette série de coups de fil avec le président Poutine. C'est quand même un dossier très sensible. Vous évoquez, Philippe Etienne, et on en dira un mot dans un instant, de ce cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, puisque l'un des principaux conseillers de Volodymyr Zelensky, lui, considère que ce cessez-le-feu, d'ores et déjà, n'a pas été respecté. Mais juste avant, Philippe Etienne, est-ce qu'on peut dire ce soir qu'il y a de quoi être, au fond, rassuré sur le risque que tout cela soit fait sur le dos des Ukrainiens, puisque là encore, je répète ces éléments qui nous parviennent de la Maison-Blanche, Trump va aider l'Ukraine à se procurer plus de systèmes de défense antiaérienne, Donald Trump va travailler pour rapatrier les enfants ukrainiens enlevés, ça ce sont des gages donnés à l'Ukraine, aux chancelleries européennes qui craignent qu'un accord soit conclu sur le dos des Ukrainiens ? Oui, alors il y a deux choses. Il y a les aspects humanitaires. Il y a déjà eu un échange de prisonniers qui n'est pas le premier. Les Émirats arabes unis, notamment les pays du Golfe, sont les médiateurs. Il est déjà intervenu. Et puis il y a la question des enfants qui est beaucoup plus sensible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est fondamental pour l'avenir de la sécurité de l'Ukraine, c'est les armements. Je crois avoir entendu d'ailleurs que les Américains mentionnaient les Européens aussi comme fournisseurs d'armes. Oui, alors la formulation précise, je peux vous la livrer. Le président Zelensky a demandé des systèmes de défense antiaérienne et le président Trump a accepté de travailler avec lui pour voir ce qui était disponible, notamment en Europe. Voilà la citation. Cette phrase est importante parce que c'est sans doute la trace de dialogue que, par ailleurs, les Européens, et notamment la France et le Royaume-Uni, continuent d'avoir avec les États-Unis.
Donc, ça serait plutôt rassurant, en effet, pour répondre à votre question. Mais moi, je reste prudent parce qu'il y a dimanche la reprise de ces discussions entre la Russie et les États-Unis. On a plusieurs phases dans ce cessez-le-feu qui sont discutées. Là, les infrastructures énergétiques, est-ce que c'est respecté? Apparemment, pas complètement. Il y a le cessez-le-feu maritime, puis aérien, puis sur la ligne de front. C'est cette discussion qui s'engage et le plus important, effectivement, c'est les conditions que Poutine a mises et qu'il ne faut pas accepter si on veut garantir la sécurité de l'Ukraine à l'avenir. Thierry Arnaud, à l'instant, Volodymyr Zelensky qui dit que l'Ukraine est prête à suspendre les frappes sur les infrastructures énergétiques et civiles en Russie. Oui. Là encore, c'est ce que je disais il y a un instant. Accord, semble-t-il, hier sur ce cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques. Cessez-le-feu pas respecté, disent les Ukrainiens, en mettant en avant des frappes dans l'est de l'Ukraine. Oui, effectivement, il faut rappeler que à peu près les 2 tiers de la production électrique en Ukraine ont été anéantis, en partie rétablis d'ailleurs grâce à des fonds américains qui ont été supprimés par Donald Trump à son arrivée. C'est la fameuse agence USAID qui était très impliquée avec plusieurs dizaines de personnes sur le terrain pour remettre en état ces infrastructures électriques. Et à l'inverse, effectivement, les Ukrainiens qui, eux, sont allés taper effectivement essentiellement des usines de production pétrolière en Russie avec un certain succès d'ailleurs. Donc c'est évidemment un geste pour montrer que Volodymyr Zelensky, lui, est en quelque sorte le bon élève dans cette affaire. Il respecte les engagements. Philippe Etienne, peut-on avoir la moindre confiance en Vladimir Poutine sur ce cessez-le-feu, sur les infrastructures énergétiques, puisque, au fond, un certain nombre d'analystes expliquent que le seul objectif de Vladimir Poutine dans ce processus, c'est de gagner du temps. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Il n'est pas pressé, en tout cas, pour le moins. Et il maintient ses objectifs. Donc, tout l'enjeu de ce dialogue entre la Russie et les États-Unis, c'est de savoir s'il y aura dans ce dialogue des éléments qui vont l'amener quand même à lâcher un peu de lest, notamment si le côté américain montre un peu de muscle à un moment. C'est-à-dire, c'est peut-être le sens de ce qui est en train d'être annoncé cet après-midi sur la livraison de systèmes antiaériens. On est vraiment dans un rapport de force. Et pour l'instant, Vladimir Poutine n'a pas lâché grand-chose, mais la négociation ne fait que commencer. On continue à parler de ce qui nous parvient au compte-gouttes sur ce coup de téléphone entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Juste avant, je voudrais qu'on aille retrouver notre envoyé spécial à Lviv, en Ukraine, Naoufel El-Kawafi. Naoufel, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui se dit... allez, on sent une forme de satisfaction quant au coup de téléphone qu'il vient d'avoir avec le président des États-Unis, c'est ça ? Oui, on peut même dire que Volodymyr Zelensky est plutôt sur la même longueur d'onde que Donald Trump et c'est plutôt rare pour être souligné. Il parle d'un échange franc, constructif et positif. Un échange téléphonique qui aura duré environ 1 heure, c'est moitié moins que celui avec Vladimir Poutine la veille. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet échange téléphonique? D'un côté, concernant cette trêve très partielle qui avait été négociée la veille sans l'Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est dit prêt lui aussi à arrêter de cibler des infrastructures énergétiques et civiles en Russie. Il a malgré tout obtenu plusieurs concessions de la part de Donald Trump. D'abord un point essentiel, cela concernait cette aide militaire accordée à l'Ukraine. Vous savez qu'on en a beaucoup besoin. Volodymyr Zelensky qui a obtenu du président américain des systèmes de défense anti-aérienne supplémentaires ainsi que des renseignements. Les États-Unis se sont dit prêts à continuer de donner des renseignements à l'Ukraine. Ça, ce sont les points importants à retenir de cette conversation téléphonique qui aura donc duré un peu moins d'1 heure. On devra avoir les détails d'ici à la soirée. Ce que l'on sait également, c'est que les négociations, elles vont se poursuivre en vue d'un cessez-le-feu, notamment en Arabie Saoudite dans les prochains jours. Naoufel El-Kawafi en direct de Lviv avec Tom Beck. Comme promis, j'accueille sur ce plateau le général Desportes. Bonsoir, merci d'être avec nous, ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, pour continuer de décrypter ce qui s'est dit entre les deux hommes, entre le président ukrainien et le président américain. Je voudrais qu'on fasse un point avec vous et solliciter votre expertise militaire sur ce qu'a annoncé la Maison-Blanche, à savoir la livraison de systèmes de défense anti-aérienne pour que l'Ukraine s'en procure ça. En quoi c'est important
Dans un contexte où Thierry Arnaud le rappelait tout à l'heure, Vladimir Poutine avait fixé comme condition hier, dans sa conversation avec le président américain, de dire si vous voulez un cessez-le-feu, si vous voulez une paix, il faut arrêter de livrer des armes à l'Ukraine. Bon, alors d'abord, évidemment, moi j'apprends ça, c'est tout à fait surprenant parce que c'est à 180 degrés de ce qu'on avait compris de la conversation d'hier. Donc attendons peut-être demain pour avoir un nouveau jugement. Vous laissez entendre que parfois Donald Trump peut varier, et que parfois la Maison-Blanche peut dire une chose un jour et l'inverse le lendemain, ça peut arriver? Écoutez, c'est surprenant quand même comme évaluation. Non, mais c'est évidemment fondamental. Ce qui est intéressant, c'est qu'il semble que Trump, là, cherche à remonter en puissance vis-à-vis de Poutine. Hier, on avait le sentiment qu'il avait lâché, surtout qu'il avait abandonné l'Ukraine en rase campagne, et tout d'un coup, il revient. Et c'est évidemment fondamental. Il n'a échappé à personne que cette nuit, la Russie avait, la nuit dernière, bombardé violemment l'Ukraine, et que effectivement un des points faibles, c'est la défense anti-aérienne et le renseignement. Quand les Américains ont arrêté le renseignement pendant 4 jours, eh bien les Russes en ont profité pour avancer de manière définitive dans la poche de Koursk. Donc ce sont 2 éléments effectivement fondamentaux, et c'est bien parce qu'ils sont fondamentaux que je pense Zelensky appuyait fortement sur ces sujets pendant son échange téléphonique. Des éléments fondamentaux, toujours ces informations qui nous parviennent. Le président ukrainien qui explique que des équipes ukrainiennes et américaines pourraient se rencontrer en Arabie Saoudite dans les prochains jours. Ce qui fait écho, et ce qui là encore peut apparaître quelque peu contradictoire avec cette phrase de Dimitri Medvedev, qui disait la chose suivante, ancien président russe: si vous n'êtes pas à la table des négociations, c'est que vous êtes au menu, laissant entendre que l'Ukraine était sur le point de se faire avoir dans le cadre des discussions entre les États-Unis et la Russie. Là encore, signal contradictoire. C'est quoi? L'Ukraine réussit finalement à s'imposer et pourrait être au cœur des négociations au Moyen-Orient alors que ce n'était pas prévu? C'est pour ça que avoir cette conversation était absolument fondamental aujourd'hui pour Volodymyr Zelensky, et faire en sorte que cette conversation soit positive, qu'elle soit réussie, qu'elle soit en gros le contraire de ce qui s'est passé dans le bureau ovale le 28 février était indispensable. Et effectivement, tout la restitution que fait dans ce communiqué Volodymyr Zelensky consiste à dire nous, on soutient à fond cette approche américaine. Tout ce qui nous a été demandé, nous le faisons, nous l'appliquons, et nous sommes prêts à continuer à participer pleinement à ce processus. Donc cette réunion, elle va avoir lieu à partir de dimanche. Elle a été annoncée hier. C'est Steve Witkoff, qui négocie au nom des États-Unis, qui pilotera pour la Maison-Blanche ce dialogue, et qui essaiera de franchir l'étape d'après par rapport à ce premier projet de cessez-le-feu qui avait été conclu à Jeddah d'une 30aine de jours, dont on voit qu'il a au fond essentiellement été rejeté par la Russie, puisqu'il s'agissait d'un cessez-le-feu global, et que la seule chose qu'a accepté Vladimir Poutine, sans d'ailleurs complètement la mettre en pratique la nuit dernière, était un cessez-le-feu qui ne portait que sur les infrastructures énergétiques. Philippe Etienne, je rebondis sur ce que disait le général Desportes, sur, au fond, la volonté sans doute de la part de Donald Trump de ne pas donner l'impression qu'il avait tout cédé au président russe. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on était tous hier, et c'était une des leçons que l'on tirait de ce coup de téléphone de plus de 2 heures, c'était cette impression quasiment de normalisation des relations entre les 2 pays, au point de parler de la question iranienne dans un long communiqué. Ça, vous, avec l'expérience que vous avez d'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, c'est vrai que ça, c'est quand même une nouvelle donne assez considérable de la période que l'on vit. Il y a encore quelques mois, Vladimir Poutine était considéré comme un paria à Washington. Ah oui, complètement. Mais ça, depuis son premier mandat, Trump veut établir une relation avec la Russie et la Russie de Poutine, c'est clair. Mais moi, je ne crois pas que ce soit étonnant, c'est va-et-vient. C'est de la négociation, tout simplement. Et comme on le disait, le général et moi, avant, s'il sort les armes antiaériennes, les systèmes de défense antiaériens, c'est précisément pour augmenter son levier sur Poutine. C'est normal. Quant aux négociations à Riyad, en fait, elles restent en parallèle. Elles ont déjà été en parallèle jusqu'à présent. Les États-Unis avec l'Ukraine, les États-Unis avec la Russie, donc les États-Unis qui sont en quelque sorte un médiateur, et les Européens, va-t-on nous dire, ils sont nulle part? Ben si, ils parlent aux Ukrainiens, ils parlent aux Américains. Ils sont quelque part, et ils sont assez actifs. Donc, mais ils ne sont pas à la table de la négociation. C'est ça la configuration. Et donc, il y a ce rapport de force que les États-Unis, et en particulier le président Trump qui s'y connaît,
essaye de mettre en jeu pour arriver le plus rapidement possible à un cessez-le-feu effectif. Général Desportes, toujours dans les contradictions qui peuvent apparaître à ceux qui nous regardent et qui ont parfois du mal à comprendre, tout cela est subtil et vous nous l'expliquez bien. Moi j'ai lu ce que disait Volodymyr Zelensky avant d'avoir son coup de téléphone avec le président américain. Il disait la chose suivante: pour nous la ligne rouge et la reconnaissance des territoires temporairement occupés par la Russie, nous n'accepterons pas cela. Or, il est impensable de concevoir une seule seconde que Vladimir Poutine, lui, ne fixe pas comme condition d'un cessez-le-feu et d'une paix, précisément la reconnaissance de ces territoires dont il considère qu'ils sont désormais russes. On parle de l'Est de l'Ukraine, ce qu'on appelle les oblasts, c'est-à-dire les régions de l'Est de l'Ukraine. Au fond, la question est toujours la même. Il y a de la diplomatie, il y a ce que Philippe Etienne appelle du bon sens. Comment est-ce que tout cela, à un moment donné, peut être concilié? Alors, est-ce que c'est impensable? Pas forcément. Encore une fois, on est dans une négociation. Donc, une négociation, elle ne dure pas d'abord quelques jours, elle peut durer longtemps, voire des années. Les négociations entre le Vietnam et les Américains, ça a duré 4 ans. Donc, ça ne se fait pas en un jour. Et donc, Poutine peut admettre un certain nombre de choses sur lesquelles il reviendra par la suite. On est habitué lui-même à ces allers-retours. Donc, je crois qu'il faut attendre, être relativement patient, effectivement, attendre le Trump du lendemain avant de se mettre le foie au courbillon sur le Trump du jour. Et je pense que Zelensky a particulièrement raison d'être ferme sur cette affaire-là. Un commentateur russe disait hier, finalement, on arrêtera la guerre quand nous aurons rempli les conditions que nous avions fixées avant de lancer l'opération militaire spéciale. Bon, on voit bien que c'est inadmissible et que Zelensky a tout à fait raison de se battre bec et ongle. Et finalement, il a quand même réussi là à ramener Trump dans son camp. Et je trouve c'est probablement un très grand négociateur finalement, monsieur l'ambassadeur lui-même. Oui, et avec effectivement sans doute des leçons qui ont été apprises de ce qui s'était passé. On voit Thierry Arnaud en bas de ce bandeau, Ukraine 2 points, rencontre Trump-Poutine probable. C'est-à-dire que là, compte tenu de l'avancée des discussions, on peut s'attendre à relativement court terme à avoir une rencontre en physique entre les deux présidents, à Riyad ou à Jeddah. Ça, c'est un horizon envisageable. Alors, tout est envisageable. Relativement court terme, c'est plus difficile ils finiront par se voir, fatalement. La question, c'est que si on organise cette rencontre, il faut qu'elle ait un sens, il faut qu'elle vienne consacrer quelque chose et consacrer une forme d'accord. Donc c'est plus un point d'aboutissement en quelque sorte de ce processus complexe dont on est en train de parler qu'un point de départ ou une étape intermédiaire. D'ici là, ils peuvent continuer bien sûr à se parler au téléphone. Et évidemment, il n'y a pas que Poutine et Trump qui se parlent au téléphone. Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale, expliquait qu'il échangeait de manière très intense avec son homologue au Kremlin. Même chose pour Steve Witkoff, le négociateur qui est très actif. Donc il y a une multitude de conversations des délégations russes et américaines qui sont en train de se tenir. Et encore une fois, la rencontre Poutine-Trump, elle interviendra forcément. Mais il faut qu'elle vienne encore une fois consacrer quelque chose. Oui, ce sera une réussite. Davantage l'aboutissement ou le point de conclusion plutôt qu'une négociation au long cours. Philippe Etienne, il y a un instant, vous évoquiez les Européens en expliquant que non, contrairement à ce qu'on peut penser... J'anticipe pas la question. Oui, vous voyez, parfois, hélas, très prévisible, et parfois dans vos réponses aussi. Non, je plaisante. Excusez-moi, ça ne saute pas aux yeux que les Européens réussissent à peser sur le cours des choses. Hier, on a entendu la réaction du président de la République qui considérait que c'était une première étape. Et en même temps, les chancelleries occidentales, européennes aujourd'hui, considéraient plutôt au contraire qu'il y avait un problème puisque Vladimir Poutine n'avait pas accepté un cessez-le-feu complet. Vous maintenez que les Européens réussissent à peser dans ce processus ? Je crois que oui, ils pèsent et il faut qu'ils pèsent. Parce que finalement, c'est un élément... absolument de gravité, absolument indispensable pour équilibrer le rapport, le triangle Ukraine, Russie, États-Unis. Les Européens ont leur rôle à jouer. Ils ont leur rôle à jouer en intervenant effectivement avec les Ukrainiens, en les conseillant notamment dans leur relation avec les Américains. Ils ont leur rôle à jouer avec les Américains et ils ont leur rôle à jouer pour donner des éléments pour un futur accord. C'est les fameuses garanties de sécurité. Ces garanties de sécurité, c'est quoi? C'est donner des armes, des moyens de se défendre à l'Ukraine, donc renforcer la capacité militaire de l'Ukraine, contrairement à ce que demande Vladimir Poutine.
et c'est aussi éventuellement préparer une présence militaire en Ukraine. Ce sont des éléments très importants dans la négociation. Parmi les choses très concrètes, Emmanuel Macron et Keir Starmer ont joué un rôle très important pour remettre la relation de Zelensky avec Trump, avec les États-Unis, sur les rails après le fiasco du 28 février. Mélissa Bell, bonsoir. Je crois qu'il y a eu un petit problème de taxi, mais vous êtes là enfin. Merci d'être avec nous, correspondante de CNN à Paris. Là encore, pour ceux qui nous rejoignent peut-être à l'instant et qui nous voient commenter, au lendemain de l'appel Trump-Poutine, l'idée et la tonalité générale était de dire que Vladimir Poutine pouvait se satisfaire du coup de téléphone et que tout cela se faisait sur le dos de l'Ukraine. Là, on voit Volodymyr Zelensky qui, lui, se dit satisfait et un certain nombre d'éléments de livraison de défense antiaérienne, d'aide des États-Unis pour obtenir le retour des enfants qui avaient été enlevés en Russie. C'est quoi? C'est encore un signe de la versatilité de Donald Trump ou est-ce que c'est simplement que personne ne veut véritablement froisser le président des États-Unis? En fait, ce qui est frappant, on vient d'entendre d'une source très proche de Zelensky à quel point l'appel a été positif. Déjà, il a duré entre Trump et Zelensky plus longtemps que les Ukrainiens ne pensaient. Il a couvert plus que simplement un rapport de ce qu'avait été l'appel entre Poutine et Trump hier. Donc les Ukrainiens insistent ce soir sur le fait qu'ils ont effectivement discuté de défense aérienne, que le président américain voulait savoir plus sur quelle aide il pouvait apporter, et donc était assez positif du point de vue des Ukrainiens. Mais pour revenir à ce que vous disiez, c'est clair que leur seule force en ce moment, c'est justement le soutien que leur apportent les Européens. Le président Zelensky vient d'atterrir à l'instant en Finlande et on entend dans tout ce qu'il a à dire à quel point il met l'accent là-dessus. Sans ça, c'est fini. D'autant que cette nature transactionnelle maintenant entre le président Trump et le président Poutine a bien été entendue à Moscou. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de regarder aujourd'hui les réactions dans la presse russe. Cette idée que l'idée russe étant ce partage de ressources, ces deals qui peuvent être faits, ce côté transactionnel de leurs échanges et de leurs relations qui peuvent s'améliorer. L'accent est mis là-dessus et l'espoir manifestement des Russes, c'est qu'en proposant suffisamment à Donald Trump en termes d'accords commerciaux, de richesses qui pourraient être rapportées aux États-Unis, qui puissent rapporter un deal à ses soutiens, est important. Et pour les Russes, ils estiment donc un partenaire avec lequel ils peuvent fonctionner. Les Ukrainiens se reposent pour l'instant entièrement dans cette relation désormais transactionnelle sur le soutien des Européens. Sans ça, vraiment très difficile de voir quel poids ils auraient. Rien. Un mot, Mélissa Bell, sur la façon dont l'opinion perçoit Donald Trump. Sondage qui nous a d'ailleurs été signalé par Thierry, de NBC News, qui montre la chose suivante, que la sympathie des Américains va à l'Ukraine, 61%, alors que la Russie, seulement 2%, à aucun des deux, 35%. Quand la question est posée sur la sympathie du président américain Donald Trump, eh bien là, il y a une forme de lucidité de nos amis américains, puisqu'ils disent que sa sympathie va à la Russie à 49%, à l'Ukraine seulement 8%, et à aucun des deux, 40%. Ça veut dire qu'aux États-Unis, Donald Trump est perçu comme un président pro-russe. Oui, clairement, il n'a rien demandé pour l'instant à l'Ukraine. Il a présenté de façon positive tout ce qu'il a eu à dire du président Poutine et de la Russie. Un autre sondage récemment montrait qu'une majorité des Américains désormais n'estimaient plus que Moscou était l'ennemi de Washington, ce qui est relativement nouveau. Et donc son discours a fait son chemin. Qu'il y ait encore autant de soutien du côté de l'Ukraine, c'est peut-être ce qui est le plus étonnant dans ce sondage. Thierry Arnaud? Oui, ça veut dire que c'est aussi un sujet de politique intérieure pour lui. Quand on regarde ce sondage dans le détail, évidemment, ceux qui soutiennent l'Ukraine sont plutôt des démocrates et ceux qui soutiennent la Russie ou sont plus neutres sont plutôt des républicains. Donc sa base est toujours derrière lui. Mais lorsqu'on voit cet écart, seulement 2% des Américains qui disent que leur sympathie va plutôt à la Russie, ça envoie un message très fort au président américain et c'est aussi une motivation supplémentaire pour lui de ne pas tout lâcher à Vladimir Poutine et ça compte. Et on continuera, bien évidemment, de décrypter parfois les revirements de Donald Trump. Merci Vincent Desportes, Philippe Etienne, Mélissa Bell et Thierry Arnaud d'être venus nous éclairer sur cette nouvelle étape, peut-être en vue d'un cessez-le-feu. On n'y est pas encore.